Monsieur le ministre, vous venez donc d'écouter en tout cas toutes ces interventions qui ouvrent la vision globale sur la qualité de la formation. Et parlant de la qualité, vous l'avez écouté, en tout cas les acteurs du secteur privé qui en tout cas ont grand espoir que la qualité y est. Et quelle est votre vision par rapport à la qualité de l'enseignement donc au niveau de ces structures de formation privées qui existent au Burkina? Il faut encadrer ces structures pour qu'il y ait une référence normative. Donc, alors, il a dit dans le reportage qu'ils ont leur diplôme, par exemple, qu'ils peuvent soumettre à reconnaissance au niveau du CAMES. C'est un label. Parce que si le diplôme, tous les dossiers tels qu'ils font passent au niveau du CAMES et que ça ne marche pas, bon, ça veut dire qu'il y a un problème. Eux-mêmes, ils doivent effectivement réviser ça. Donc ceux qui viennent de parler donc, du côté de l'UNPL, en tout cas les établissements à l'intérieur, sont vraiment déterminés à faire valoir effectivement le passage de leur diplôme là-bas pour une forme de certification, donc de reconnaissance, et nous en sommes très heureux. Ils sont nombreux, ces établissements qui ont déjà été certifiés? Oui, les établissements d'enseignement supérieur privés, ils sont nombreux ceux qui envoient leur dossier, parce que c'est souvent les élèves eux-mêmes qui commencent à se demander est-ce que le diplôme que vous allez nous donner est valable dans l'espace effectivement des CAMES. Donc finalement, la question vient à obliger les autres effectivement de passer par là. Alors il y a ceux qui continuent à essayer de contourner un peu les choses en disant bon, nous, notre diplôme est le même diplôme par exemple que nous donnons dans tel pays, hein, et donc du coup, comme dans tel pays c'est valable, c'est encore... Bon, mais à un moment donné, ceux qui sont des clients, entre guillemets, vont effectivement s'exprimer. Et donc, mais nous, quand on les approche, on leur dit, écoutez, nous préférons que vous passez quand même par les mécanismes d'évaluation, qui sont des mécanismes indépendants, donc du côté du CAMES. Donc nous avons une direction qui sort souvent aller rencontrer effectivement ces établissements privés, ou même quand nous sommes interpellés, nous envoyons effectivement une mission pour aller interpeller et voir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'en est-il de la qualité dans les enseignements publics? Est-ce qu'avec, par exemple, le désordre, les grèves qui sont venues, par exemple, poser des problèmes au niveau des universités, est-ce que ça n'a pas joué sur la qualité des enseignements, mais aussi l'appréciation globale sur les diplômes que délivrent nos universités? Non, nous travaillons nous l'avons pris comme engagement, nous travaillons à ce que les universités même au niveau du Burkina retrouvent en tout cas leur lettre de noblesse. Donc c'est ainsi que d'abord, toutes les questions qui viennent de s'entendre ont été évoquées lors des États généraux en juin 2013. Toutes ces questions ont été débattues, y compris l'accompagnement social des étudiants, les capacités d'hébergement au niveau des œuvres universitaires, la disponibilité des salles, les conditions, on va dire, salariales et des enseignants et du personnel administratif. Toutes ces questions, donc des conditions de qualité et de gouvernance, toutes ces questions ont été débattues. Et le gouvernement m'a instruit de présenter un plan qui a été le PNADES, et le plan national d'action de développement de l'enseignement supérieur, qui a été adopté par le gouvernement le 1er août de 2013 passé. Alors, à partir de là, il y a énormément de programmes à l'intérieur que nous travaillons effectivement à mettre en place. Donc, pour ce qui est, par exemple, des grands chantiers, donc nous avions, avant même l'adoption effectivement du PNADES, le gouvernement nous a donné par avance déjà 14 milliards. Avec ces 14 milliards, donc nous avons commencé à dire, en collaboration naturellement avec chacun des premiers responsables des universités, à l'université de Ouaga, nous sommes actuellement en train de construire un immeuble de R+2 pédagogique à hauteur de 1,5 milliard, un autre immeuble R+2, mais maintenant pour englober un peu l'activité mathématique, physique et SVT aussi, et aussi les écoles doctorales, parce que nous parlons de relève des enseignants. Il a dit que même quand ils veulent des enseignants, ils ne trouvent pas. Donc il faut que nous travaillions à former ces gens-là. Alors ensuite, il y avait vous connaissez, on disait il y avait un immeuble R+2 de laboratoire qui était bloqué, donc nous sommes en train donc de le terminer. Ensuite, il y a l'immeuble Odonto
odontostomatologie, y compris son équipement, à plus de 1,5 milliard. Nous avons effectivement mis ce qu'il faut là-bas. Alors, vraiment, beaucoup de choses se font. Maintenant, nous pensons à un deuxième campus à l'université de Ouaga. Donc, nous avons réservé 200 millions pour préparer un deuxième campus à l'université de Ouaga. Actuellement, je suis en discussion avec le président de cette université pour savoir est-ce qu'on va vers Gampela pour le deuxième campus ou bien est-ce qu'on va là où il y a l'IBAM pour faire l'extension effectivement là-bas. Parce que dans un des cas, on évite d'autres types de problèmes qui sont des problèmes, on va dire, de transport. De transport. Donc nous voulons... Tout ça, c'est sur quelle échéance à peu près, monsieur le ministre? Ce sont les fonds qui sont disponibles. Il faut simplement prendre un choix. Et comme j'ai dit, je ne peux pas m'asseoir et puis décider comme ça pour l'université de Ouaga. Mais donc lui, il fait ses propositions et nous avons dit, bon, il faut réfléchir parce que tel aspect va amener tel type de contraintes, en fait, dont je ne veux pas. Voilà. Alors, donc je pense que, j'allais dire, vers l'IBAM, là, on risque de faire l'extension là-bas, ça va aller plus vite pour construire effectivement un deuxième campus par là-bas. Alors, de la même façon, il se passe que quand vous avez 20 000 étudiants et que l'université de Bobo, par exemple, prend 2500, l'université de Koudougou prend 3000, bon, et puis il y a peut-être 150 ou 200 par centre universitaire qui se font, l'université Ouaga 2 va se dévouer prendre, par exemple, 7000. Alors, vous allez avoir quelque chose comme 12 à 14 000 qui vont rester. Et de fait, l'université de Ouaga doit se débrouiller effectivement prendre ces gens. Et c'est ça qui amène les vrais problèmes. Donc il faut que nous travaillions à ce que les capacités d'absorption de l'université de Koudougou et les capacités d'absorption de l'université de Bobo et aussi les centres universitaires qui sont déjà là. Donc nous avons commencé, vous avez peut-être entendu, et vous qui êtes à Dédougou, vous savez que je suis allé lancer effectivement la construction de cette université. Donc c'est la première phase de l'immeuble, dont le rez-de-chaussée, 700 millions. L'immeuble lui-même, il fait 1,5 milliard. Donc nous lançons en même temps que la construction d'un restaurant universitaire de 600 places, donc de la même façon. Mais le même chantier que nous avons lancé à Dédougou, c'est exactement le même qui a déjà débuté à Ouéguia et aussi à Fada. Le gouvernement a décidé, au terme des États généraux, que c'est pas possible de continuer à laisser ces centres universitaires-là sans les construire. Donc nous allons pour les construire. Mais il n'y a pas que le béton dans cette affaire. Donc il y a aussi les ressources humaines. Tout à fait. Donc il se trouvait que ces centres universitaires, bon, l'université qui, à l'époque, on nous donnait 45 postes pour l'enseignement supérieur d'assistants à recruter. Mais avec 45 postes, qu'est-ce que l'université de Ouaga, avec tous ces problèmes, pouvait donner à ces trois centres-là? C'est un poste, un poste, un poste. Donc nous nous sommes battus, le gouvernement nous a entendus et a donné 85 postes. Sur les 85 postes, je me suis dit, avec tous les problèmes que l'université de Ouaga a, si je donne à l'université de Ouaga pour que l'université de Ouaga donne à Dédougou, Fada et Ouéguia, il risque de leur donner 3-3-3. Or, il est important qu'ils aient beaucoup d'enseignants rapidement en vue d'une future autonomisation. Donc, finalement, j'ai décidé, au niveau central, de faire la répartition moi-même, d'arbitrer. Et donc, j'ai donné 5 postes à chacun de ces 3 centres. Et ensuite, on est passé à 100 postes que le gouvernement nous a donnés de recrutement d'assistants. Et sur ça, maintenant, j'ai donné 7 postes à chacun, effectivement. Donc, à l'heure actuelle, Koudougou, Ouéguia, Dédougou et Fada doivent se retrouver en train d'avoir aux alentours de 14 enseignants. À partir de ce moment, j'ai bon espoir qu'en 2015, nous allons leur donner, en tout cas je vais faire un rapport pour demander à ce qu'on leur donne une autonomie, parce qu'il y a de la matière effectivement à travailler ça. En entendant à Ouéguia, il y a justement Théodore Nikiema qui pose cette question-là. Dans la filière médecine, ils n'ont pas de professeurs, surtout en 4e année. Est-ce que c'est pas... Vous êtes conscient de ce problème-là? Vous êtes au courant de ce problème? Absolument, absolument. Nous suivons quand il y a des... Alors, il faut qu'ils sachent d'abord, parce que il faut qu'ils sachent qu'il y a, à l'initiative du chargé de mission, ça fait déjà un peu une année, j'avais écrit à mon collègue professeur Traoré
concernant l'hôpital de Ouéguia. Parce qu'en fait, l'hôpital de Ouéguia, il y a eu le nouvel hôpital qui s'est construit. Donc, eux, ils ont demandé l'ancien dans le sens, en fait, de pouvoir effectivement l'utiliser. Mais on ne peut pas aller le prendre comme ça. Nous avons écrit au ministre de la Santé. Et donc, le nouveau ministre, on est en discussion pour voir un peu comment il fait. Les étudiants tentent de dire que, bon, il faut transformer ça en CHU. Ça ne relève pas de mes compétences. Ça ne relève pas de mes compétences. Mais, en recrutement actuellement, il y a des candidats de recrutement de médecins, en fait, j'allais dire spécialisés, qui souhaitent être recrutés exclusivement pour le compte de Ouéguia. Et nous avons transmis tous les dossiers donc, au ministre de la Santé et nous sommes en train de suivre effectivement ça. Je crois que le dossier est quasiment à l'aboutissement. Donc d'ailleurs, l'auteur a dit que c'est surtout en 4e année. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'enseignants. Donc c'est progressivement qu'ils vont effectivement combler tout ce qu'il faut. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas créer ou nommer un directeur ou un doyen pour la faculté de médecine à Ouéguia, comme c'est le cas par exemple à Bobo-Dioulasso avec le professeur Robert Kigemde? Ce qui est curieux, c'est que on utilise la bourse de cet étudiant pour 4 années d'existence pour poser des problèmes de comparaison qui n'ont pas lieu. Bobo a sorti sa première vague de médecins. Ça veut dire que Bobo était à sa 9e année de fonctionnement. Au bout de 4 ans, comment vous voulez être en train d'aller trop regarder en fait quelqu'un qui a déjà, on va dire, 9 ans? Vous voyez un peu? Donc, nous sommes en train de les accompagner. Il faut qu'ils soient patients, qu'ils soient optimistes. Et comme j'ai dit, ils vont me voir après notre émission la semaine prochaine. Ils vont me voir à Ouéguia là-bas pour montrer que nous sommes en train de construire. Et le ministre de la Santé, je suis en discussion avec lui pour que nous puissions leur donner un cadre dans lequel on va effectivement les encadrer. Et puis, bon, tout doucement, ils auront le bénéfice de faire une belle cérémonie comme celle de Bobo qui a été effectivement faite pour leur sortie. Oui, monsieur le ministre, en attendant, toujours donc, par rapport à ce volet qualité de la formation, il y a des structures telles qu'on avait dit à Bobo-Dioulasso où on est obligé de faire recours à d'autres compétences. Magistrat. Est-ce que c'est de nature vraiment à garantir en tout cas une bonne formation? Alors, Bobo, au niveau de l'UFR sciences juridiques, au maximum, ils doivent être en 2e année. Alors, que l'on me donne le sentiment, ou bien que l'on veut dire qu'il n'est pas possible à un magistrat de donner des cours à des étudiants de 1e et 2e année, bon, j'avoue qu'il ne faut pas exagérer. Vous voyez, il ne faut pas exagérer. Mais je sais que l'université de Bobo, qui vient d'ouvrir effectivement cette UFR, a commencé aussi à recruter dans des titulaires de doctorat en droit. C'est comme ça que ça se fait. Il ne faut pas penser à recruter des titulaires de doctorat en droit tant qu'ils n'ont pas d'enseignement de droit, effectivement, à l'intérieur là-bas. Non, je pense vraiment, parce que ne me mettez pas dans une forme de bagarre avec des magistrats burkinabés qui sont très compétents. Ils sont très compétents, donc moi, ça ne me dérange vraiment pas. Ce qu'il y a, c'est qu'avant que ces étudiants ne commencent à terminer la licence, il faut qu'on travaille à ce qu'effectivement, il y ait aussi des collègues exclusivement supérieurs, donc qui interviennent dans leur formation, et on travaille pour cela. Monsieur le ministre, ce n'est pas du côté de Bobo seulement. Il semble qu'à l'université de Ouagadougou aussi, il y a quand même peut-être des étudiants de niveau de A qu'on prend encore pour revenir effectivement essayer de donner des cours. C'est pourquoi je vous disais que si vous tentez de me dire que les magistrats qui donnent des cours en 1e et 2e année n'ont pas le niveau, non, mais là je ne partage pas ce point de vue. Vous savez, nous avons parlé des relèves. Nous avons un plan de recrutement de 100 doctorants sur un contrat où ils auront environ, je crois, 100 000 francs par mois, donc c'est beaucoup mieux que les bourses de 3e cycle, avec l'obligation qu'au bout de 4 ans, ils doivent soutenir leur thèse. Mais dans l'intervalle là, ils sont aussi utilisés dans les TD et les TP pour accompagner les professeurs titulaires.
Dans certains espaces, des gens de nos niveaux-là, quand ils font un cours, par exemple, au tableau, ils n'effacent jamais les tableaux. Il doit y avoir des gens qui effacent. C'est parce qu'on est ensemble comme ça que les gens ne voient pas qu'on est des gens qui ont eu des mérites. Pas ça. Donc, et ces gens-là qui effacent comme ça, on leur donne des cours en même temps, on continue à discuter avec eux à chaque moment quand on est côte à côte comme ça. C'est ce qu'on appelle effectivement des vrais assistants, mais pas des assistants dans le sens Justement, des magistrats, est-ce que c'est des assistants? Mais qu'est-ce qui prouve que ces magistrats, quand ils vont vouloir, ils ne vont pas faire des thèses? Et puis de toute façon, il faut que l'université utilise aussi des professionnels dans l'enseignement pour pouvoir donner plus de cas, d'études de cas, effectivement, aux étudiants. Mais parce que si c'est uniquement des théoriciens qui vont venir, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est ça, la flexibilité au niveau de l'enseignement supérieur privé et la rigidité au niveau donc de l'enseignement public. Et donc, il faut que les deux puissent cohabiter ensemble. Et ça n'enlève rien à la qualité du diplôme? Ah non, absolument rien. Absolument rien. Vous savez très bien que René Monori, il s'agit bien de lui, qui n'est pas allé faire les études longues que nous avons eu à faire, mais qui était en tout cas une personne de référence de par sa formation d'autodidacte. Donc je crois que les professionnels, ça n'empêche rien. Et en attendant de nous tourner vers Adama Coulibaly pour la question des auditeurs et des téléspectateurs sur le volet vision globale et grand chantier, monsieur le ministre, on va vous demander justement de nous décliner comment vous voyez justement la vision de développement de l'enseignement secondaire et supérieur au niveau du Burkina. Alors, pour l'enseignement secondaire, je pense qu'il est important pour nous d'élaborer à nouveau un autre plan. Parce que comme il y a une portion qu'on transfère au MENA, il est important qu'on intègre les données de l'ambition MENA pour effectivement se refaire une autre vision adaptée pour le cas de l'enseignement technique, la formation, l'enseignement technique professionnel et le secondaire général. Donc nous sommes dans cette élaboration et je voudrais, parce qu'il y a un partenaire qui a parlé à la télévision, un des syndicats du SNES, leur dire que nous-mêmes en interne, nous avons déjà sanctionné un premier exposé de cet avant-projet de plan. Alors le projet de plan, donc je promets que nous allons le regarder en conviant effectivement les partenaires que sont les syndicats et puis l'union des parents d'élèves, à ce qu'on fasse l'exposé aussi devant eux pour qu'ils puissent effectivement participer à donner leur point de vue là-dessus. Donc nous allons faire un autre plan. Du côté enseignement supérieur, le plan est déjà fait et a été adopté, son plan opérationnel a été adopté. Il se décline en 3 sous-plans. Donc il y a un plan de 4 ans, un premier plan de 4 ans et 2 autres plans de 3 ans, 3 ans. Voilà. Et en moyenne, chacun des plans fait aux alentours de 160 milliards l'année. Alors, donc c'est un plan décennal. Alors, nous sommes inscrits déjà dans cela. Donc, ça veut dire que nous avons réussi à définir ce qu'on va appeler le prototype d'une université régionale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'à terme, Ouéguia doit devenir. Elle ne doit pas déborder d'un certain volume. Si elle déborde d'un certain volume, ce n'est pas bon. Fada, c'est pareil. Dédougou aussi, c'est pareil. Et donc, dans ce sens-là, il y a tout est fait, y compris le plan de tous les ouvrages sont élaborés et on doit construire ça. Mais si on construit cela, comme j'ai dit, il faut que le personnel, les enseignants, on puisse aussi assurer la relève. Mais en même temps, du côté du plan du secondaire, quand on va construire beaucoup d'établissements, ça veut dire qu'il faut aussi former beaucoup plus de personnes au niveau des professeurs. Alors, vous savez qu'au début du Burkina, il y avait un seul EDEP qui était Lumbila. Aujourd'hui, il y a des EDEP dans presque toutes les régions pour satisfaire. Alors, de la même façon, dans le PENADES, nous avons estimé qu'il y a un institut des sciences à Ouaga qui forme des enseignants en sciences. Nous allons passer de 300 à 600 dans un premier temps. Et à terme, nous allons créer un deuxième institut du côté de Bobo pour pouvoir effectivement avoir 1200
enseignants en sciences en fait qui vont sortir. Sinon, des établissements vont exister sans que nous ayons la possibilité d'avoir des professeurs à y envoyer. De la même façon, l'école normale supérieure de Koutougou doit être dédoublée pour que finalement la capacité d'absorption, donc de formation des enseignants doit se faire. Voilà un peu les grandes ambitions que nous avons et je me fais le plaisir de dire que le gouvernement me suit, en tout cas pour le moment un peu dans ça. Justement, Adama Koulibaly, pour les questions des auditeurs et des téléspectateurs. Ok. Donc, nous allons pour la deuxième série de questions. Il y a M. Diagnagou Lankwande, je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Il demandait à quand la transformation du CHR de Ouaïguia en CHU. Donc nous avons M. Damien Tiendrebego qui dit que l'ENSK est la seule école professionnelle sans sortie officielle et que cette école connaît également des retards dans l'exécution des programmes d'enseignement. Donc il demande quelles sont les mesures prises pour que les stagiaires qui sortent justement de cette école soient affectés dès la rentrée. Ensuite, un auditeur par SMS suggère, Monsieur le ministre, qu'il faut permettre aux professeurs du Sahel et de l'Est non régionaux de quitter s'ils le désirent, car dit-il, les conditions de travail dans ces zones ne sont pas faciles. Ensuite, nous avons M. Souleymane Zungrana qui aimerait savoir l'état d'avancement des travaux de construction des cités universitaires lancés depuis l'année 2012. Il dit que depuis cette date, il n'a pas encore vu une inauguration et il n'a également pas de nouvelles quant à ces infrastructures. Nous avons un professeur de lycée et collège en service dans un CG nouvellement transféré qui voudrait savoir si le fait de rester dans cet établissement n'aurait pas de conséquences négatives sur sa carrière, notamment le CAPES ou encore l'inspectorat. Monsieur Edouard Ouedraogo demande à Monsieur le ministre s'il est au courant qu'il existe des directions régionales du MES où les encadreurs pédagogiques peuvent passer toute l'année sans aller sur le terrain pour l'encadrement des enseignants. Que comptez-vous faire pour cela? Et enfin, Tomé Adama dit que beaucoup de doctorants recrutés à l'université de Koudougou sont censés relever un défi, celui d'assurer les cours. Mais ils sont délaissés à leur propre sort. Quel est leur plan de carrière? Comment comptez-vous les aider à terminer leur thèse? Voilà, justement, c'est ça la question. Comment comptez-vous les aider à terminer leur thèse? C'est tout pour cette deuxième série de questions. Adjuma David Tombiano. Merci. Professeur? Merci beaucoup. Je prends la dernière question déjà pour ce qui est des doctorants de l'UQA. Il y aurait deux types de possibilités. C'est que s'ils sont déjà recrutés comme enseignants là-bas, ils peuvent chercher à s'inscrire à une thèse. Si c'est une thèse, par exemple, avec le professeur Bayo, donc de quoi ils auront besoin? De payer les frais de paillasse. Et pour les frais de paillasse, ils peuvent effectivement demander à ce qu'il y ait un système de... Les frais de paillasse, c'est quoi? Les frais de paillasse, c'est pour vous encadrer dans une thèse, il faut payer environ 500 000 francs chaque année. Alors, et si c'est de cela il veut parler, étant donné qu'il est fonctionnaire, ça veut dire finalement il fait comme mon étudiant fait, il prend une avance sur son salaire, ou bien il paie ça doucement. Oui, mais parce qu'on ne peut pas aller prendre la bourse des autres qui n'ont pas de salaire, est en train d'aller lui donner parce qu'il veut faire cela. Maintenant, s'il est dans un programme, par exemple comme celui des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, où ils ne sont pas salariés, mais on leur donne 100 000 francs, par exemple, par mois, avec obligation de faire, et puis naturellement, on paye les 500 000 pour eux, et avec obligation qu'ils fassent effectivement la thèse. En ce moment-là, il y a un mécanisme qu'on va mettre en place qui va pouvoir supporter ça. S'ils ne sont pas fonctionnaires, le FONER est là pour ça. Parce que les prédécesseurs avaient déjà pris un texte disant que le FONER peut rendre les gens éligibles, effectivement, à payer les frais de paillasse pour eux. Donc, je crois qu'il faut régler ça comme ça. Voilà. Alors, du côté des DRES, qu'il n'y a pas de sortie, les DRES, c'est des directions régionales d'enseignement, qu'il n'y a pas de sortie des encadreurs, c'est vrai. Alors, récemment, nous avons fait un conseil de cabinet où moi-même, j'ai dit que ce n'est pas normal. Pour la qualité de l'enseignement, il faut que ces inspecteurs-là, effectivement, sortent. J'ai instruit le DAF de procéder à une révision budgétaire. Et pourquoi, justement, il n'y a pas de sortie? C'est un problème d'argent. C'est-à-dire qu'avant, au moment où on construisait cette direction régionale, la Banque mondiale était là-bas avec un projet qui s'appelait PPP, et le PPP finançait effectivement, d'abord avait dans son schéma faire adopter l'idée
qu'il y ait un pool d'encadreurs dans chaque direction régionale. Et maintenant, le pool sortait donc dans toutes les directions pour aller visiter les enseignants, les conseillers, les encadrés, comme on dit. Et donc, naturellement, le projet finançait donc les sorties, les missions en question. Mais à un moment, le projet a fini et donc il n'y avait plus d'argent. Voilà. Alors, comme il n'y avait plus d'argent, eux aussi, ils ne sortaient pas. Mais ils continuent, contrairement à ce que l'autre dit, ils continuent quand même à sortir pour aller voir ceux de l'IDS ou ceux de l'ENS. Parce que justement, l'IDS et l'ENS payent la mission pour que les encadreurs, effectivement, aillent. Et si les encadreurs, si les profs sont dans la région dont ils parlent, c'est que les encadreurs sortent effectivement, c'est les encadreurs de cette région qui sortent effectivement pour aller le voir. Donc dire qu'ils ne sortent pas du tout, ça m'étonnerait. Et donc désormais le ministère veut... Au-delà de la mission commandée par l'IDS et l'ENS, il me semble qu'il est normal que leur profession, c'est de jouer le rôle d'encadrement. Il est normal qu'ils jouent le rôle d'encadrement. Donc j'ai demandé à ce qu'on donne un crédit complémentaire à chacune des directions régionales pour que ces sorties-là puissent se faire. D'autre part, nous allons mettre en place incessamment des directions provinciales. L'Assemblée nationale nous a autorisé à mettre 10 directions provinciales avec des engins, donc ça leur permettra de sortir un peu plus aisément. Alors, l'affectation d'un professeur du Sahel qui n'est pas un professeur régional. Bon, je pense que ça ne doit pas poser de problème. En général, il y a la commission d'affectation a établi des formes de règles. Une fois qu'on sort de ces formes de règles, j'ai dit à la DRH qu'il est important que si la commission a estimé qu'au bout de 4 ans ou de 5 ans, vous pouvez demander effectivement une affectation pour convenance personnelle, que nous travaillons, si possible, à y accéder en faisant en sorte que les nouveaux qui sortent maintenant vont aller effectivement remplacer ces anciens. Donc nous essayons de travailler dans ce sens-là. Alors, mais naturellement, si tout le monde demande ces affectations et le nombre qui sort ne couvre pas effectivement ceux qui demandent l'affectation dans le sens des disciplines qui sont concernées, donc je demanderai à l'enseignant en question d'être un peu patient, mais de savoir que le ministre pense effectivement à son cas. Alors, ensuite, l'état d'avancement de construction des cités. Et il me semble qu'il est possible que l'auditeur veuille parler du projet cité de Bobo, 1008 lits. Alors, ces cités, on pense les réceptionner définitivement au mois de mai. Il faut dire que c'est un projet qui était énorme. Le projet a connu des périodes d'arrêt dues à des débats contradictoires, on va dire comme ça, entre le bureau d'ingénierie et l'entreprise. Une histoire de ciment, de catégorie de ciment, CPA. Alors j'ai été obligé moi-même, pour faciliter les choses, de convoquer les acteurs pour que nous puissions nous comprendre là-dessus. Bon, donc il y a eu un temps de flottement comme ça qui nous a fait perdre en tout cas quelque chose de... Au moins 2 mois. On a perdu au moins 2 mois. Mais actuellement, je crois que le projet est vraiment parti et ferait quand même une fierté. Je tiens à dire à l'auditeur, puisqu'il s'intéresse à la question, que nous sommes dans des discussions pour que la deuxième phase de la cité Kosodo puisse effectivement être financée. Parce que si la deuxième phase est financée, ça veut dire que de ce côté aussi, nous aurons environ 1000 lits supplémentaires et ça va régler des problèmes des étudiants de l'université de Ouagadougou. Mais nous pensons déjà à des cités universitaires pour Fada, pour Dédougou, pour Ouéguia, puisque c'est des universités qu'on doit construire. Donc tout ce qui est nécessaire est dedans. Nous pensons d'abord, il y a l'académique, donc c'est pourquoi le bâtiment pédagogique. Ensuite, il y a la restauration, et après, il y aura le dormir. Vous voyez, je classifie comme ça par ordre de priorité et on va effectivement avancer. Bon, qu'il y ait des retards du côté de l'ENESCA, peut-être que c'est exceptionnel. On ne m'a pas rendu compte de cela. C'est peut-être une situation véritablement insolite. Sinon, en général, les choses se passent très bien. Quand les gens sortent de l'ENESCA pour leur affectation, ça ne semble pas souffrir de débats. Nous travaillons. Tout ce qui concerne les ressources humaines et les carrières et autres, franchement, je travaille à ce que ça ne traîne
pas du tout à l'intérieur, en tout cas pas à mon bureau. Un professeur de lycée et collège en service dans un CG nouvellement transféré qui s'inquiète pour sa carrière. Ah oui, c'est ça. Non, je crois qu'il n'a pas... Bon, c'est vrai que le décret avait dit, s'il est dans un CG et que le CG est transféré, nous avons transféré 350, donc il est de fait transféré. Bon, mais il a dû voir que son salaire ne s'est pas coupé, c'est déjà rassurant. Alors, si finalement il a les capacités pour participer des concours professionnels dont il parle, nous-mêmes, nous veillerons effectivement à ce que ces concours-là, il y ait effectivement accès, parce qu'il peut faire la certification après, il peut faire aussi le CAPES, ainsi de suite. Non, j'avoue qu'on ne va pas aller jusqu'à faire le transfert de poste primaire avec des situations comme ça. Il n'a qu'à rester, en tout cas, optimiste. Travailler à ce qu'il ait lui-même sa promotion par le mérite. Une question à laquelle vous devez être confronté, le vieillissement des enseignants, beaucoup d'enseignants qui vont à la retraite. Comment pourvoir, par exemple, à leurs remplaçants? Et puis, il y a le fait que les jeunes se désintéressent de plus en plus aux questions pour d'embrasser la carrière d'enseignant, parce que l'enseignement, à leurs yeux, ne serait pas valorisant. La fonction enseignante n'est pas très valorisée. Ils préfèrent aller dans des institutions internationales, dans des programmes de développement, dans des ONG internationales. Comment faire face à tout cela dans votre projet, par exemple, de développer l'enseignement supérieur? Voilà, alors que un travailleur, quelqu'un qui fait ses études, aspire à avoir un salaire un très bon salaire, ça veut dire comme ça, c'est légitime. C'est légitime, c'est naturel. Mais ce n'est pas propre au Burkina, c'est cette tendance de la jeunesse à ne pas vouloir aller dans l'enseignement, à vouloir, par exemple, aujourd'hui au Burkina, vous verrez beaucoup de gens, ils rêvaient d'être des banquiers. Maintenant, ils rêvent aussi d'être des miniers. Hein? Pendant ce temps, il y a aussi les enseignants qui sont là. Comme nous, on doit continuer effectivement à donner des cours. Pour ce qui est de ce qui nous préoccupe, c'est surtout la relève du côté supérieur. Parce que le vieillissement est vraiment constaté de ce côté. Du côté secondaire, il y a déjà le recrutement qu'on fait habituellement. On essaie d'intensifier. Alors, nous avons ce qu'on avait trouvé, c'est déjà ce programme. Parce que même si l'État nous donne, par exemple, 200 postes par an, est-ce qu'on va les trouver? Donc, c'est pourquoi il faut mettre en place un programme. Sur 5 ans, nous avons estimé que nous allons prendre chaque année 100 attachés temporaires d'enseignement et de recherche qui vont être comme des contractuels doctorants pour préparer des doctorats sous la coupe d'anciens. Et donc, comme ça, en même temps, ils s'imprègnent d'un ensemble de choses. Et les premières vagues, je travaille à ce que le gouvernement nous autorise à ce qu'on déclenche effectivement le programme. Voilà, alors il faut former. Il faut former la relève. J'ai eu le plaisir de faire soutenir récemment 2 thèses dans le sens de la relève. Eux, ils doivent eux aussi s'apprêter à commencer à faire l'encadrement. Hein? Et c'est comme ça que, comme ça, en même temps, moi aussi, je continuerai à faire mes derniers encadrements avant d'aller à la retraite, s'il faut dire comme ça. Non, je pense qu'on réfléchit vraiment à toutes ces solutions. Mais le rythme de la formation des enseignants du supérieur, c'est ce qui va nous permettre soit d'accélérer, par exemple, l'ouverture des autres centres universitaires. Parce qu'on ne peut pas les ouvrir si on n'a pas d'enseignants à effectivement y envoyer. Voilà. Oui, monsieur le ministre, un des grands chantiers de votre département, sans doute cette question des LMD. Et à quel stade nous en sommes actuellement avec la mise en œuvre, quand on sait qu'à un moment donné, en tout cas, les acteurs ne parlaient pas le même langage? Oui, c'est vrai que le LMD, il y a eu beaucoup de préoccupations, de tergiversations. Il y a eu beaucoup de sous qu'on a mis dans ça pour former les acteurs universitaires, hein, notamment les enseignants, à savoir d'abord ce que c'est. Ils ont même fait des voyages d'études, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a ceux qui ont du mal eux-mêmes à changer. Hein, parce que normalement, dans le LMD, l'enseignant doit enseigner autrement par rapport à avant.
Alors, enseigner autrement, ça veut dire quoi? La facilité que tout le monde a, c'est de prendre maintenant ces cours qu'il avait préparés, qui sont devenus comme des parchemins, et de vouloir venir effectivement les faire de la même façon. Bon. Donc ça pose. Mais je crois qu'on avance. Il y a la pédagogie universitaire qui a commencé à s'enseigner dans certains endroits. Par exemple, c'est le cas à l'université de Koudougou. L'université de Ouaga avait essayé aussi. Pour aider surtout les nouveaux qui arrivent, il faut qu'ils sachent un peu dans le sens du LMD comment faire. Et puis tout doucement, dans le comment faire là, même les anciens qui étaient récalcitrants vont effectivement s'y mettre. Un des éléments forts dedans, c'était l'inaccessibilité à Internet. Alors, dans le sens donc des 14 milliards qu'on nous avait donnés, nous avons signé une convention avec mon collègue chargé de l'économie numérique pour 1 milliard. Alors, il a la mission de faire en sorte que toutes les universités, sauf le campus de Ouaga 2 à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas encore habité, que tous les autres campus, y compris les cités universitaires, aient effectivement un accès open du point de vue Internet. Donc nous avons déjà transféré le milliard. C'est lui qui sait quels sont les opérateurs qui peuvent effectivement mettre ça. Le coût a été évalué par ses propres services. La convention a déjà été faite. Voilà. En attendant que la réalisation nous prépare le prochain reportage sur les difficultés et les solutions, je vais vous demander, est-ce que nos écoles secondaires, nos lycées, nos universités sont connectées au monde contemporain, qui est le monde de la société de l'information, des nouvelles technologies? Ce sont de nouvelles réalités qui vont nous permettre de mieux comprendre et d'être connectés à notre environnement. Est-ce qu'on prépare nos écoles à ce monde qui est déjà là, pour ne pas être en retard d'une technologie? Oui, je pense que bon, ça va pas, il faut peut-être être direct pour dire que ça ne va pas être une opération de demain, parce que à l'échelle même nationale, il faut déjà travailler à ce que la couverture nationale soit véritablement étendue. Hein. Donc j'ai vu mon collègue passer devant... Je voudrais parler de l'enseignement de l'informatique, de l'utilisation des nouvelles technologies. Ah oui, je parlais de connexion à Internet, oui, de possibilités de connexion à l'Internet. Voilà, et c'est ça. Parce que même si un grand service administratif n'a pas la connexion à l'Internet, c'est le même problème. Ça veut dire que dans l'espace, on n'a pas encore développé effectivement la connexion à Internet. Non, pour le moment, cela n'est pas directement un souci premier, en fait, pour moi. Par contre, ce que je souhaite faire, c'est de mettre en place un système informatique unifié, avec une base unifiée, de telle sorte que de la troisième, c'est-à-dire aux sorties du poste primaire, jusqu'à l'université, tout le monde soit répertorié effectivement du point de vue informatique. Au point que si quelque chose doit se passer, on dit c'est Issa Traoré qui a tel âge, qui a de tel papa et master, on saura qu'il est étudiant, par exemple, à l'USTA, ou bien qu'il est étudiant à l'université de Koudougou. Voilà, ça permettrait à ce qu'il y ait pratiquement plus de fraude sur les diplômes, parce qu'il y a toujours une forte tendance, effectivement, là-dessus. Et ça nous permettrait de mieux donner des statistiques réelles. Voilà. Donc, c'est ce que nous pensons d'abord. Bon, donc, ça permettra aussi aux différents chefs d'établissement, pourquoi pas, de gérer, en fait, les aspects des relevés de notes et le suivi des enfants. Donc, tout le monde peut utiliser la même base. D'accord. Alors, nous allons regarder maintenant un reportage qui va nous situer un peu sur les difficultés et les solutions. Le niveau des élèves baisse lié à un certain nombre de facteurs. Il y a l'influence des technologies de formation. Il y a aussi le fait que les parents sont de plus en plus occupés, n'ont plus le temps effectivement de suivre les enfants à la maison. Le fait aussi que les enfants ne cherchent plus, ne lisent plus, donc ils aiment beaucoup plus donc, la facilité.
Alors à cela, il faut ajouter aussi le fait qu'il manque au niveau des enseignants la formation initiale et continue. Parce que de plus en plus, on recrute beaucoup d'enseignants sans formation donc initiale. Et ceux qui sont sur le terrain peuvent passer 10 ans sans un recyclage. Donc je pense que tous ces éléments-là contribuent à la baisse donc, du niveau des élèves, sans oublier aussi l'insuffisance donc, des manuels pédagogiques. Voilà, et tout ce qui entoure effectivement l'environnement scolaire. L'insuffisance aussi du personnel d'encadrement. J'entends par personne d'encadrement sur le moment. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, la qualité au niveau de l'enseignement baisse au niveau du niveau des élèves. C'est de savoir où se situe le problème. Est-ce qu'au niveau des enseignants, est-ce que ce sont les enseignants qui n'ont pas la formation requise pour enseigner les élèves, ou bien si le problème est ailleurs? Et également, il faudrait voir est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants pour que cela se répercute sur l'enseignement. Pour noter qu'à l'université, on a un vrai problème de retard au niveau de la rentrée. Bon, personnellement, au niveau de la fac de médecine, notre rentrée, on a commencé les cours en fin janvier. Pour nous-mêmes, ça va. Nous-mêmes, on est favorisés. Pour les autres facultés, il faut attendre autour de avril, mars, juin pour qu'ils commencent les cours. Donc vraiment, c'est un problème parce qu'on n'a pas les vacances comme les autres. Donc vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Et puis aussi, bon, on a un vrai problème d'amphi. Ça, c'est vraiment pas facile. Si vous voyez l'amphi qu'on nous donne, c'est un amphi de 200 places alors qu'on est 325. Donc vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Tu viens en retard, vraiment, hein, tu vois, soit tu restes debout pour suivre le cours, ou bien soit tu retournes chez toi. Donc vraiment, c'est pas facile. Si on pouvait nous voir pour les amphis, parce que bon, quand même la médecine, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions pour étudier. Et puis, aussi, nous aussi, on fait une formation à l'hôpital les matins. Donc chaque matin, on doit aller de 7h à 12h pour faire les stages à l'hôpital. Et puis le soir, on vient à l'université pour faire les cours. Donc on nous donne des frais de stage. Et vraiment, c'est pas suffisant. Vu le travail qu'on fournit et puis vu le transport, tout ça, c'est pas suffisant. Les conditions d'études sont vraiment difficiles. Et en plus, côté retard, on est vraiment en retard par rapport aux autres universités et ça nous pénalise. On peut programmer un cours et le professeur ne vient pas ou il vient carrément en retard. Voilà. Ça aussi, il faut régler cet aspect-là. Nous avons toujours demandé que les enseignants soient d'abord formés avant donc d'être envoyés sur le terrain. Nous avons proposé aussi qu'il y ait en tout cas un recyclage alors pour les enseignants qui sont déjà sur le terrain, qui ont passé plusieurs années. Il y a aussi la relecture des programmes pour les adapter à notre contexte socio-culturel. Parce que nos programmes, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits dans la relecture des programmes, mais il reste encore beaucoup à faire alors donc, sur ce plan. Il y a le recrutement donc, en quantité personnel d'encadrement. Voilà, la dotation des établissements aussi en manuel scolaire, la construction donc, des bibliothèques. L'accent devrait être mis sur la formation des enseignants. Voilà. Formation continue des enseignants et également améliorer leurs conditions de vie. S'ils sont satisfaits, je pense que cela aussi va se répercuter sur le niveau des élèves. Parce qu'un enseignant mécontent ne peut pas donner un bon rendement. Il y a un autre élément qui est très important, c'est les effectifs pléthoriques. Il faut que l'État travaille donc à construire des infrastructures scolaires, à augmenter l'offre éducative de manière à réduire le nombre d'élèves à encadrer par enseignant. Parce que ça aussi, ça joue sur le niveau, parce que si je prends sur l'exemple, quand vous avez une classe de 6e, ils sont 130 élèves, je ne sais pas comment un seul enseignant peut encadrer donc 130 élèves. Voilà, auparavant, on se retrouvait des effectifs de 40, 50, 60, donc c'était acceptable. Un enseignant pouvait régulièrement suivre alors chaque élève, on pouvait régulièrement donner des exercices aux élèves. On pouvait aussi faire des devoirs de façon rapprochée, mais aujourd'hui, avec ces effectifs-là, on ne peut pas. Il faut que les professeurs soient ponctuels ou assidus au cours pour qu'on puisse avancer rapidement. Voilà. Quitte à ce que au cours d'une année, on mette le maximum pour rattraper le retard qu'il y a actuellement à l'université. Vraiment, on aimerait qu'on construise plus d'amphis et puis plus de laboratoires. Parce que vraiment, on ne fait pas assez de travaux pratiques parce qu'on a un manque de laboratoires. On ne fait que dans certaines matières. Et vraiment, qu'on augmente aussi les frais de stage parce que c'est quand même important
Parce que vraiment, c'est pas facile. Il y en a qui sont affectés dans les CMA jusqu'au CMA du 30. Si tu as Songandé, chaque mois, tu dois aller jusqu'au CMA du 30. Vraiment, c'est pas facile. Et puis, il y a le parking aussi, vous voyez, tout ça. J'espère que le ministre va entendre nos doléances et puis nous aider. Voilà, le ministre a bien entendu. Peut-être la réponse. Voilà. Il faut augmenter les frais de stage, monsieur le ministre. Ah oui, là ce n'est pas dans mon domaine. Parce qu'en médecine, ce qu'on leur donne frais de stage ne relève pas du ministère des Enseignements. Ça doit être quelque chose qui est négocié avec les hôpitaux, puisqu'ils font les stages là-bas. C'est comme une forme de vacation à l'intérieur de l'hôpital. Donc ça, c'est pas... Moi, je m'occupe des bourses, de l'aide et du prêt. Mais il reste que ça joue sur la formation de vos étudiants. Voilà, je pense que le ministre de la Santé... Santé... Ça joue aussi sur leur résultat. Certainement que le ministre de la Santé a entendu et tous les hôpitaux ont entendu effectivement la même chose. Je voudrais le rassurer que plus d'amphis et de laboratoires, c'est vraiment en train de se faire. C'est parce que ce n'est pas encore totalement fini. Comme j'ai dit, il y a 2 pavillons qui sont déjà finis. Est-ce que ça va résorber? Ah oui, c'est parce que le président, lui, il a choisi d'attendre que l'on mette les chaises pour pouvoir les occuper. Je vous ai dit que son collègue de Bobo, lui, il a obtenu l'accord d'occuper et il a amené ses chaises et les étudiants ne se plaignent pas. Vous voyez un peu, mais bon, avec un peu de patience, pour lui, ça va finir clean et puis bon, ils vont effectivement utiliser ça. Plus de laboratoire, le bâtiment R+2 de labo, pour faire juste ce qui manquait pour le monter en R+2, nous sommes allés jusqu'à 1,5 milliard. Et maintenant, vraiment, c'est en train de finir. Et pour le cas de ces étudiants en médecine, il y a aussi des espaces du côté donc d'un grand immeuble, en tout cas odonto-stomato, qui va leur permettre aussi d'avoir des plateaux effectivement de travail. Donc moi, je crois que eux, ils peuvent effectivement être optimistes et voir que d'ici probablement la fin de l'année, en tout cas, ils auront beaucoup de choses qui vont évoluer. Augmenter l'offre éducative, donc je pense que nous y travaillons. Alors, je voudrais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que l'État nous donnait un budget qui permettait de construire 13 CG. Alors, quand j'ai demandé à ce qu'on lance les marchés, l'appel d'offres, on me dit qu'on ne pourra construire que 7 CG. J'ai dit pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent des 6 autres doit permettre de payer des formes de choses qui sont engagées l'année d'avant. Alors, au point que j'ai eu l'occasion d'aller demander à un de mes prédécesseurs exprimer mon mécontentement et mon étonnement surtout. Il me dit que lui aussi, il a trouvé ça comme ça. J'ai dit non, si on nous donne 13 par an, il faut construire 13 par an. Et donc, actuellement, j'ai pris une méthode qui permet au moins que quand on a les 15 à construire, c'est effectivement 15 qu'on lance. Donc, nous avons décidé de confier, en tout cas, tous ces travaux-là, donc à la maîtrise d'ouvrage déléguée, parce que c'est vrai que le ministère des Enseignements ne pouvait pas courir sur tous ces chantiers. Et donc, il y a eu beaucoup de chantiers qui étaient en retard. C'est ce qui permettait de perdre, effectivement, ces différents CG. Donc, nous travaillons, effectivement, à augmenter l'offre éducative, tant du côté du secondaire que du côté du supérieur. Mais du côté du secondaire, c'est, j'allais dire, un peu partout, il faut que les gens soient patients. Vraiment, on travaille. Monsieur le ministre, la question des effectifs pléthoriques est encore revenue. Est-ce qu'il y a une solution à court terme ou à moyen terme? Alors, prenons le cas, par exemple, de l'université, de l'enseignement supérieur. Dans un autre pays, un collègue, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se tirer les cheveux à construire des amphis rapidement, il a réuni tous les établissements d'enseignement supérieur privés. Il a discuté avec eux pour convenir d'un coût, c'est-à-dire à combien je peux inscrire un étudiant chez vous. Le premier critère, c'est que la formation à laquelle je vais envoyer mes étudiants doit être reconnue par le CAMES, première chose. Deuxièmement, il convient par exemple qu'à 600 000 francs par an, il peut envoyer des étudiants. Une fois que cette convention est faite, les établissements qui s'inscrivent dans ça étaient inscrits. Donc il a affecté d'office 6 000 nouveaux bacheliers, donc du côté du privé, où ils payent. Vous savez qu'au Burkina, l'État affecte des élèves au niveau du secondaire et on paye. Voilà. Alors, donc nous pensons
que, parce que dans un des reportages qui était passé, il y a aussi cette possibilité. Mais ça demanderait d'abord que les formations en question soient crédibilisées, hein, donc reconnues par le commerce. Deuxièmement, ça demanderait que nous-mêmes, nous ayons un système d'affectation qui soit électronique, c'est-à-dire un bon système informatisé pour éviter qu'il y ait beaucoup de doublons. Parce que quand il y a des doublons, il y a trop de pertes, donc pour ce qui est des ressources financières publiques, et ce n'est pas bon. Donc nous travaillons, et c'est dans le PENADES, mais on ne peut pas tout faire à la fois, donc nous travaillons progressivement à ce que chaque chose, effectivement, prenne sa place. Il y a quelqu'un qui suggère d'améliorer les conditions de vie des enseignants pour améliorer justement les performances et la qualité des enseignements. Est-ce que la revalorisation, les mesures prises pour la revalorisation de la fonction enseignante, est-ce qu'elles sont effectives aujourd'hui? Alors, la notion de revalorisation a existé du côté enseignement supérieur. Et du côté enseignement supérieur, elle est véritablement effective. Quoique, au terme des États généraux, les collègues de l'enseignement supérieur pensent toujours que c'est toujours insuffisant. Voilà, c'est toujours insuffisant, mais sinon, ça s'est amélioré. Du côté du secondaire, il y a eu ces derniers temps, y compris la dernière rencontre gouvernement-syndicat, il y a eu des augmentations qui ont été effectivement attribuées du côté attribuées aux enseignants. Donc je pense que les choses s'améliorent. Alors la qualité, quelqu'un a parlé de l'effectif dans les classes. Il faut que nous travaillions à ce que effectivement ces effectifs-là puissent diminuer. Donc mais quand vous avez une école où vous construisez, on peut dire que vous avez une école où vous avez en 6e par exemple 150 élèves. La première pensée, c'est d'avoir une autre salle de classe. Et on divise en deux, donc ça va faire 75-75. Mais il faut que vous pensiez à ce que cette classe-là ait aussi des enseignants. Donc vous voyez que la problématique est une problématique qui a sa complexité. Il y a des cas où si vous coupez comme ça, vous n'avez pas d'enseignants. Donc quand vous allez demander aux autres enseignants de le faire, il faut que vous ayez des ressources financières pour les payer, puisqu'ils auront dépassé effectivement leur volume horaire. Donc c'est toute cette problématique qui fait que par endroit, en tout cas ça traîne un peu, mais nous travaillons en tout cas à avoir une vision unifiée, une vision globale, donc pour pouvoir résorber effectivement cela. Est-ce que tous les départements ont par exemple des CG qui sont entre autres devenus des lycées? À l'heure actuelle, il ne doit pas exister une commune, parce que les départements sont devenus communes. Hein? Donc il ne doit pas exister une commune où il n'y a pas un lycée. Voilà. Parce que toutes les communes ont des lycées. Si ça n'existait pas, c'est que je l'ai déjà transformé en lycée. Vous voyez, il y a eu 350 que nous avons transférés, 350 CG qu'on a transformés au MENA. Et il y a 250, au moins que 235, je crois, que nous avons transformés en lycée. Donc le critère est le suivant. Si ça se trouvait que cette commune-là avait un seul CG au niveau du chef-lieu, alors ce CG n'est pas à transférer, il est à transformer, en ériger effectivement en lycée. Donc actuellement, cette année, nous allons commencer la construction dans ces CG érigés en lycée de 2 salles de classe pour que ce soit les secondes qui vont s'ouvrir effectivement là-bas. Donc nous n'allons plus construire des CG, on va construire rien que des salles de classe pour normaliser effectivement tous ces CG érigés en lycée pour qu'ils deviennent effectivement un lycée. Naturellement, il n'y a pas que l'espace physique, il faut aussi former les enseignants qu'on va effectivement leur envoyer. Professeur, quel est donc le bilan des établissements dits choisis? Conventionnels. Il y a un certain nombre d'établissements que vous avez placés dans les différentes régions où il y avait la gratuité. C'était des CG. Les établissements de la réforme. Voilà. Voilà, les établissements de la réforme, nous, dans les élections en lycée, on ne les a pas touchés. On ne les a pas touchés, donc ça va être maintenant du ressort de ma collègue du MENA. Oui, et une préoccupation qui est ressortie également, c'est le problème de la formation continue.
Et est-ce que ça fait partie des préoccupations actuelles de vos activités? Oui, alors il faut dire que l'IDES et l'ENS, qui sont des structures de formation d'enseignants, ont ouvert des formations à distance parce que le professeur de CEG qui parle là, s'il a la connexion, et si par exemple il est un scientifique, il peut à travers l'IDES suivre effectivement, s'inscrire à faire effectivement une formation tout en restant à son poste. Et donc au terme de ça, si l'examen montre qu'il a réussi, alors il change de catégorie. En changeant de catégorie, bon, donc il faudrait que le MENA accepte de nous l'envoyer pour que nous on l'envoie dans les lycées qu'on va effectivement ouvrir. Donc la formation continue dans ce sens, donc existe. Et d'autre part, c'est que dans chaque direction régionale, de temps à autre, les directions régionales mettent en place des formations un peu pédagogiques pour un certain nombre de personnels. Monsieur le ministre, le temps qui nous était imparti est presque à terme. Nous allons nous tourner vers Adama Coulibaly pour la dernière série des questions des auditeurs et des téléspectateurs. Très bien. Pour cette dernière série de questions, nous avons Damien Tiendrebego qui dit que plus de la moitié des établissements d'enseignement au Burkina sont privés. Il ajoute même qu'on peut affirmer que l'enseignement secondaire supérieur a été privatisé au Burkina Faso. Sa question, en quoi l'enseignement secondaire privé est-il concerné par la réforme du système éducatif? Monsieur Ouedraogo, dans la région du Centre-Est, voudrait savoir quel texte régit l'administration d'un établissement d'enseignement secondaire vu que les décrets 2006-423 du 11 septembre et 2008-373 du 2 juillet 2008 ne sont plus d'actualité. Monsieur Tiendrebego sous-entend que les universités publiques ne permettent pas la double inscription, ne facilitent pas non plus celle des fonctionnaires. Il demande donc, pour un pays justement comme le Burkina qui prône l'excellence, quelles mesures le ministère compte-t-il prendre pour encourager l'auto-formation? Un téléspectateur par SMS voudrait savoir si le transfert d'enseignants du secondaire titulaire du diplôme de 3e cycle a été suspendu. Si oui, pourquoi? Si le transfert d'enseignants du secondaire titulaire du diplôme de 3e cycle a été suspendu, et si oui, pourquoi? Et enfin, cette question d'un téléspectateur qui dit que certains établissements privés secondaires ont des frais d'inscription exorbitants et des résultats médiocres. Comment le ministère les contrôle-t-il? Je crois que c'est tout pour cette dernière série de questions. Voilà. Alors, on a le sentiment que l'enseignement secondaire est privatisé, particulièrement si on regarde du côté de Ouagadougou. Est-ce que le public, le gouvernement, investit-il toujours dans le développement de l'offre publique d'enseignement au secondaire? Oui, mais bon, certainement pas de la même façon visible qu'à l'intérieur, parce que Ouagadougou est effectivement grand. Mais nous avons une approche maintenant qui consistait je dis consistait parce qu'on ne va plus le faire puisque c'était des CEG que nous on construisait, qui consistait à faire des CEG au niveau des grands quartiers périphériques. Parce que vous voyez, comme c'est des sixièmes qu'on accueille, si vous devez amener des gens de Kilouin à descendre jusqu'au centre de Ouaga avec leurs enfants pour la sixième, j'avoue que c'est pas bon. Et donc avec l'ensemble des maires, y compris le maire central, nous avons discuté, on a une vision en tout cas qui est en harmonie. Donc tous les quartiers périphériques sont en train d'avoir effectivement leur établissement, de telle sorte que bon, finalement on sera obligé de revenir légèrement vers les centres pour ce qui est du secondaire, parce qu'en ce moment l'enfant a déjà atteint un certain âge. Alors donc l'enseignement, les établissements, le nombre d'établissements secondaires privés est effectivement plus élevé que celui du public. En particulier à Ouagadougou, c'est inévitablement le cas. Maintenant, est-ce que le nombre total d'élèves au niveau de l'enseignement secondaire privé dépasse celui du public?
Je n'en suis pas sûr. Parce que vous voyez, quand vous prenez un lycée comme le lycée Zenda, vous allez enlever énormément de lycées, d'établissements privés dans ça en termes d'effectifs. Parce que vous avez, en 6e seulement, vous avez une trentaine de 6e. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un peu ça. Alors, moi, je pense que l'existence de ces établissements d'enseignement secondaire privé participe aussi toujours d'une approche de la participation du privé, hein, comme on dit, le partenariat public-privé. Mais ce qui est important, c'est que l'État participe à garantir la qualité, effectivement, en tout cas à faire en sorte que la qualité de la formation soit donnée. Un exemple que j'ai connu, il y a un établissement, dès qu'on rentre au mois de décembre, donc lui, il fermait sa porte. Pourquoi? Parce que dans la foulée, il y a l'affaire Justin Zongo, bon, il y a des grèves, il ferme. Alors, j'ai été obligé d'envoyer officiellement des gens aller voir le chef d'établissement pour lui dire qu'il n'est pas habilité à décider de modifier le calendrier scolaire. Donc, il faut que nous travaillions tout simplement. Alors, finalement, je crois qu'on a réussi à se comprendre. Oui, monsieur le ministre, c'est vrai que le privé accompagne effectivement le système éducatif, mais l'autre aussi, c'est les frais de scolarité qui sont un peu, qui sont, je dirais, en tout cas un peu élevés, et pas à la portée donc de tout le monde. Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de toujours travailler quand même à permettre au Burkinabé lambda de pouvoir inscrire son enfant, en tout cas, dans un établissement public, dans la capitale burkinabé? Non, je crois qu'on travaille vraiment à ça. Il y a aussi les ONG. Bon, moi, j'ai parlé de la part de l'État. Quand les ONG aident à construire, que ce soit Res Publica, ainsi de suite, aident à construire, ils le construisent pour la communauté. C'est-à-dire, c'est une convention avec la commune. Et donc, finalement, ça reste comme des établissements de la commune. Ça ne doit pas poser de problème. L'auditeur qui a parlé de frais d'inscription exorbitants, je ne pense pas qu'il parle d'enseignement secondaire. J'ai eu l'impression qu'il parle d'enseignement supérieur privé. Même au niveau de l'enseignement secondaire, il y a ces établissements-là où les frais d'inscription sont exorbitants avec des résultats médiocres. Bon, alors, vous voyez, c'est des prestations que l'on vend. Quelqu'un qui me dit, les résultats sont médiocres, c'est cher, et il continue à être là-bas. Bon, vous pensez que le ministre doit aller faire quoi? S'il n'a pas autre choix. Ah non, il ne peut pas me dire qu'il n'a pas d'autre choix. Non, je pense que le prestataire a le droit d'appeler l'attention de celui qui fait la prestation pour dire que la qualité n'est pas bonne. Ils ont aussi possibilité d'interpeller la tutelle technique que nous sommes là. Et il y a eu des cas où on nous a envoyé des lettres et nous avons envoyé une mission effectivement pour aller voir clairement et nous avons menacé de fermer l'établissement si l'établissement n'arrête pas cela. Mais bon, quand on pose quelque chose comme ça sans d'autres précisions... Est-ce que le ministre, vous suivez les résultats des établissements privés de façon générale? Est-ce que vous suivez les résultats? Quand par exemple, dans un lycée au BPC, il n'y a qu'une seule personne qui est admise au niveau du lycée, ou bien qu'il y ait 0 bac dans un établissement comme ça, qu'est-ce que vous faites? Quelle réaction? Non, je ne vais pas jusqu'à aller regarder de manière individuelle un peu cela. Mais parce que le problème que vous posez sur les établissements d'enseignement privés, il faut peut-être que vous le situiez de manière réelle. Vous voyez, si vous prenez un établissement privé conventionnel, c'est-à-dire par exemple le collège La Salle, ainsi de suite. Alors, vous verrez que les résultats sont bons là-bas. Pourquoi? C'est aussi, entre autres, que la façon d'entrer là-bas est déjà dans une forme de sélection. Ça veut dire que ceux qui y rentrent sont déjà eux-mêmes d'une certaine qualité. Vous comprenez? J'ai bien dit ici qu'il y a des privés où l'enfant en 5e, on lui a dit dans le public qu'il ne peut pas passer en 4e. Son papa tient à ce qu'il ait en 4e. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève de là-bas, il va pour aller chercher un privé conventionné qui lui dit « je ne peux pas le prendre en 4e ». Finalement, il va aller trouver
le type d'établissement dont vous parlez là. Mais pour que le résultat soit commun, il va de ça que le résultat va être mauvais. Puisque de toute façon, l'enfant lui-même ne valait pas effectivement son pesant d'or. Donc, il est normal que ce soit. Donc, ce sont ces types de phénomènes qui agissent sur d'autres catégories d'établissements d'enseignement secondaire privés. Mais de là à jeter l'opprobre sur l'ensemble de ces établissements, je crois qu'il faut quand même faire attention. Les établissements conventionnés, comment sont-ils choisis? Dans les conventions, il y a deux types de catégories. Souvent, ce sont des établissements, par exemple, qui ont été créés par l'Église catholique ou qui ont été créés aussi par du côté même protestant, même s'ils ne sont pas conventionnés du côté protestant, le système de leur recrutement, vous prenez l'Umbila, le système de leur recrutement fait qu'il y a une forme de sélection. L'enfant qui est accepté là-bas, les parents même sont convaincus que l'enfant lui-même, il a un certain niveau initial. Donc c'est de souhaiter que tout le monde veille à ce qu'effectivement des choses soient comme ça. Tout établissement n'est pas éligible au statut d'établissement conventionnel. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, bon, s'il faut décrire le mécanisme, là, il faudrait que je vois avec les services techniques ce qu'il faut. Non, moi, je pense que de manière générale, un établissement privé, au-delà de l'aspect recette qu'ils doivent faire, ils doivent avoir la rigueur de dire à un enfant qui ne marche pas, ça ne marche pas, si tu dois redoubler, tu dois redoubler. Ou alors, ils peuvent organiser des cours d'appoint pour permettre à l'enfant, effectivement, de reprendre, effectivement, le retard, effectivement, qu'il a eu. Mais s'asseoir simplement comme ça, prendre, en tout cas, des refoulés d'ailleurs, parce que, bon, finalement, ainsi de suite, ça va, à la fin effectivement, donner, en tout cas, cette image-là de l'établissement. Sinon, les cas où ça marche, vous voyez même dans la presse, l'établissement s'empresse de faire des publicités pour dire qu'ils ont eu tel pourcentage, et ainsi de suite. Nous suivons ça. Voilà, oui, monsieur le ministre, il y a ce téléspectateur qui demande d'encourager un peu l'auto-formation dans les universités. Est-ce que cela est envisageable? Alors, il y a deux choses que le téléspectateur en question a dit dans son intervention. Deux choses. Un, il a parlé de l'auto-formation, mais en même temps, il a dit qu'on interdisait la double inscription. Mais la double inscription n'a rien à voir avec l'auto-formation. S'il veut se former, je ne vois pas pourquoi il va aller vouloir s'inscrire deux fois. Oui. Mais si c'est formé pour former, en tout cas, il s'inscrit une fois. Et comme ça, il n'y a personne qui a un problème avec lui. Vous voyez, alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez par exemple des étudiants qui sont à Aube Nouvelle ou bien à l'USTA, qui, par la forme, vont aller s'inscrire à l'université de Ouagadougou. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir avoir l'aide. Mais en vérité, ils n'étudient pas à l'université de Ouagadougou. Alors, donc, du coup, quand l'université de Ouagadougou va faire ses statistiques, ça va faire comme si le taux de succès est bas. Or, en vérité, ils ont trop de fantômes, effectivement, qui sont là-bas. C'est des fraudes, en fait, sur le FONER. Ou c'est les fraudes sur l'aide. Ouais. Donc, il est important, au-delà même de ces aspects fraudes, même dans les universités occidentales, la double inscription demande toujours une autorisation spéciale. Voilà. Mais des fois, on peut la donner. Il suffit de faire la démarche officiellement, on peut la donner. Monsieur le ministre, nous allons conclure avec une dernière question. Vous avez de grandes ambitions pour l'enseignement secondaire, pour l'enseignement supérieur. Est-ce que vous croyez que tout peut se réaliser, que l'enseignement au niveau du Burkina va retrouver ses lettres de noblesse, ou bien davantage quand on sait que, par exemple, les cycles de violence au niveau scolaire est là, les grèves? Est-ce que vous y croyez, ou bien vous avez quelques appréhensions, quelques risques auxquels il faut trouver peut-être des solutions? Voilà, merci. Je pense que je suis vraiment optimiste. Parce que quand la violence a atteint, on va dire, son extrême avec la mort de cet élève,
je suis vraiment monté au créneau et je remercie la presse qui nous a accompagnés dans toute la campagne de sensibilisation, y compris le spot qui passait, qui était, à mon avis, assez équilibré. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont vraiment apprécié le spot où ce jeune homme, en fin de compte, après hésitation, laisse tomber sa barre de fer et va effectivement dans un geste de solidarité et de fraternité et lever l'autre qui est à terre. Donc aujourd'hui, je vois que sur la capitale, par exemple, qui est très étendue, on n'a pratiquement plus ce type de manifestation de violence. J'ai même noté l'année dernière que certains établissements, pour manifester, ils ont fait un peu comme les syndicats font en Chine, Taïwan, par exemple, quand ils grèvent. Quand ils grèvent, ils attachent simplement des brassards. Voilà, ils ne cherchent pas à aller faire du bruit quelque part pour montrer au patronat que je suis en grève, j'attache un brassard et le patronat vous convoque et vous discutez, mais vous continuez à travailler. Donc tout ça, ce sont des modèles. Et donc eux là, ils ont mis leur brassard, ils sont restés dans leur établissement sans faire de casse. Donc je les félicite pour ça. Je suis convaincu que l'enfant burkinabé est un enfant qui est équilibré. L'enfant burkinabé est un enfant qui est équilibré, qui est capable de respecter l'autre. Maintenant, c'est l'environnement global, quand c'est un phénomène de masse, qui finalement amène à ce qu'il y ait quelquefois des travers. Et moi, je souhaite vraiment que tous ceux qui poussent vers les travers-là, qu'ils aient de la retenue, parce que nous parlons de l'avenir du Burkina Faso, de l'avenir donc des hommes de demain. L'école construit, effectivement, forme et construit un homme. Et cet homme-là, il est important qu'on ne le construise pas sur fond de violence, parce que sinon demain, c'est nous-mêmes qui risquons de fuir effectivement notre propre pays, parce qu'il n'y aura que la violence. Donc je suis optimiste en cela. Quant à la qualité de l'université, j'aime à dire que je suis fier de cette université de Ouagadougou, parce que dans la poussière rouge, j'ai fait jusqu'à ma maîtrise là-bas avant d'aller faire brillamment ma thèse en France. Donc je souhaite que l'université de Ouagadougou continue à rester comme ça. Les étudiants qui sont là-bas ne sont pas des démons, ce sont des étudiants équilibrés. Maintenant, il faut leur parler, il faut qu'on puisse se parler et les amener. Il y a un qui a dit qu'ils sont vraiment en retard. Mais j'ai dit que le retard leur est aussi imputable. Mais eux aussi, dans leur intervention, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que des enseignants ne viennent pas à l'heure. Alors, l'un dans l'autre, si chacun fait des efforts de diminuer ce que lui faisait de mauvais, donc je crois qu'on va converger vers ce qui est effectivement bon. Donc moi, je veux encourager tous les présidents d'université d'ouvrir la discussion et avec les étudiants et avec le personnel enseignant, parce que critiquer négativement les enseignants comme ça, devant moi-même qui suis enseignant, je vous assure que ça me fait quand même un pincement au cœur. Je souhaiterais que ces enseignants soient respectés de tout le monde, et des étudiants d'abord, et de la société dans son ensemble. Donc ceux qui finalement ratent leurs obligations comme ça, moi je souhaiterais les appeler à avoir de la retenue. Que les enseignants pensent que les étudiants qui sont en face d'eux sont les responsables de demain. Ça veut dire que si on recule derrière, nous aussi on était à la place de ces étudiants-là. Et nos enseignants à l'époque ne se sont pas comportés de manière débordante. C'est peut-être ça qui a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je souhaite que tous les enseignants pensent aussi effectivement à ça, parce que je sais qu'ils sont bons, ils sont de bonne qualité, parce que quand on va au CAMES, de manière générale, c'est 100%, on va la tête haute comme le pays des hommes intègres. Merci, professeur Moussa Ouattara, ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Merci Galip Somé, merci Grégoire Zongo de Dédougou. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, qui nous avez suivis 2 heures durant ce dialogue avec le gouvernement. On se retrouve dans un mois avec un autre membre du gouvernement pour un coup de projecteur sur la dynamique gouvernementale, sur les politiques publiques en faveur donc des populations. Merci de nous avoir suivis.